Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Ontranoï. Au sommaire de cette émission, entretien avec le président du Conseil national, l'esprit des lois, actualité des commissions, une page média. Stéphane Valéry, merci de nous accorder cet entretien. C'est la première fois que l'on se retrouve depuis la crise du Covid-19. À l'époque, tout allait bien. Aujourd'hui, comment allez-vous ? Écoutez, je vais bien et j'ai beaucoup de chance parce que mes parents, notamment, n'ont pas été atteints par le virus, ni parmi mes amis, ceux qui présentaient effectivement quelques pathologies qui étaient fragiles. Donc tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé et je crois que c'est le plus important. Je crois qu'il faut avoir une pensée justement pour ceux qui ont souffert, qui ont été affectés par ce virus et surtout ses conséquences graves pour certains. Donc on peut souhaiter à tous, même si la crise sanitaire commence à être derrière nous, un bon rétablissement à tous ceux qui sont encore souffrants. Et vous, cette crise sanitaire, vous l'avez ressentie comment ? Bien, écoutez, moi, je dois dire que ça a été une mobilisation totale. Donc j'ai passé 7 jours sur 7 au Conseil national. Il fallait être au contact, il fallait être à l'écoute des monégasques, des résidents, des acteurs économiques, des travailleurs indépendants, des professions libérales, des commerçants, des entrepreneurs, des salariés, des syndicats, vous imaginez, des groupements économiques. Tous se sont tournés, bien sûr, vers le Conseil national. Ils souhaitaient pour certains simplement des informations, pour d'autres, ils voulaient exprimer leurs inquiétudes, leurs attentes, leurs besoins. Donc ça a été une mobilisation totale avec tous les élus qui se sont réunis à ma demande dans l'Union nationale. On a mis toutes nos énergies pour essayer d'apporter les meilleures réponses sur le plan sanitaire, la meilleure protection possible à la population et toutes les aides économiques étaient nécessaires pour nos salariés et nos agents économiques. Alors, une crise inédite. Pour autant, l'activité du Conseil national n'a jamais cessé. Alors, on l'a vu au départ, des tensions avec le gouvernement. Le prince a même dû intervenir. Et puis la création d'un comité mixte. Alors, sans langue de bois, ça se passe comment ce comité ? Écoutez, ça a été un peu difficile, effectivement, vous l'avez dit au début, le gouvernement nous avait écartés de toute concertation et ce n'était pas acceptable pour l'Assemblée élue par les Monégasques. Nous sommes une ressource institutionnelle pour le gouvernement. Nous sommes là, je l'ai dit, pour écouter, traduire les attentes et les besoins de la population et faire en sorte aider le gouvernement à ce qu'il les prenne mieux en compte. On résume très bien tout ça d'ailleurs dans un magazine qu'on vient d'adresser aux Monégasques et qui est disponible pour tous ceux qui le souhaitent sur notre site www.conseilnational.mc, donc on peut le télécharger. Ça a été compliqué, mais quand le prince a tranché, il a créé donc un comité mixte de suivi, il a déclaré que le Conseil avait sa place dans la gestion de cette crise et qu'il pourrait faire toutes ses propositions dans ce comité donc au gouvernement. Depuis qu'on s'est mis autour de la table, grâce à notre prince souverain, les choses se sont bien passées. La concertation, ça fonctionne dans notre monarchie constitutionnelle moderne. Et effectivement, nous avons un peu bataillé pour la distribution gratuite de masques, un petit peu aussi pour la mise en place de tests gratuits pour tous, mais nous y sommes parvenus et c'est une belle réussite collective du gouvernement, du Conseil national, dans l'unité des institutions, sous l'autorité du prince. Je crois qu'on peut être fier de cette sortie de crise sanitaire et puis de toutes ces mesures qui ont été mises en place pour soutenir les salariés et tous les agents économiques de Monaco. Alors des mesures qui ont été mises en place, mais pour autant, vous n'avez toujours pas trouvé d'accord sur votre proposition de loi concernant la baisse des loyers commerciaux. Non, on peut même dire que c'est un des rares points de désaccord avec le gouvernement. Le gouvernement n'a pas souhaité reprendre notre proposition de loi sous forme d'un projet de loi. Je le regrette, car notre proposition, elle permettait de faire partager cet effort collectif que tous font, les salariés qui voient leur salaire diminuer pour beaucoup, évidemment les agents économiques, les commerçants, les professions libérales, les entreprises qui voient pour beaucoup leur chiffre d'affaires baisser, parfois drastiquement. Donc il nous semblait normal que les propriétaires fassent un effort raisonnable, équilibré, d'un trimestre, avec une baisse très limitée des loyers, mais qui aurait permis de les faire participer à l'effort collectif. Le ministre d'État n'a pas souhaité reprendre ce texte en disant que cela pouvait créer des problèmes devant le tribunal suprême. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous avons 4 au moins décisions du tribunal suprême ces dernières décennies qui démontrent que quand l'atteinte très limitée au droit de propriété est justifiée
proportionnelle et dans un temps très court. C'est parfaitement compatible avec notre Constitution. Alors, le gouvernement veut privilégier d'éventuelles négociations au cas par cas. Je pense que la loi aurait été beaucoup plus efficace et je ne suis pas certain que ces discussions au cas par cas porteront leurs fruits comme pour les propriétaires récalcitrants qui, eux, ne veulent faire parfois aucun effort, alors que beaucoup d'autres, c'est vrai, spontanément ont baissé leur loyer, de manière d'ailleurs même plus importante que ce qu'on le demandait. Je les en remercie. Voilà. Mais il y a quelques récalcitrants et dommage que la loi ne soit pas là pour eux. Il y a d'autres points également sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. La reprise économique, par exemple, a débuté en principauté. Pourtant, j'ai lu dans la presse que cela ne va pas assez vite, selon vous. Non, il faut dire que le gouvernement a pris de bonnes mesures, je l'ai dit tout à l'heure, en concertation avec les élus du Conseil national dans ce comité mixte de suivi de la crise pour le soutien à notre économie et à nos salariés. Il avait pris aussi une semaine d'avance pour le déconfinement, et ça c'est une très bonne chose dont il faut le féliciter, puisque nous avons, vous le savez, déconfiné une semaine avant la France. Voilà. Nous avons par contre réagi récemment, car on était en train de perdre ce temps d'avance, voire même de prendre un peu de retard. Je pense aux salles de sport, qui étaient ouvertes le 24 mai en Italie, le 2 juin en France et qui ne l'était pas à Monaco. Finalement, ça sera le 15 juin. Je pense aussi au parc pour les enfants, mais à un point qui reste d'actualité, c'est le soutien à nos restaurants, à nos bars. Vous demandez des mesures plus souples. Si je comprends bien, pour une bonne reprise économique, vous voulez également soutenir en gros les sociétés. Mais excusez-moi, avec quel argent ? Mais l'argent, il a été voté. Vous savez qu'on s'est réunis en urgence pour voter une résolution dès le 19 mars, qui était d'ailleurs qui avait un temps d'avance. Quand on regardait les résolutions du Conseil national unanimes, beaucoup de mesures votées le 19 mars sont devenues effectivement les décisions ultérieures en matière sanitaire et économique. Nous avons très vite voté un budget rectificatif et il y a 300 millions d'euros qui ont été votés donc, dans un projet de loi du gouvernement voulu discuter et voté par le Conseil national, 300 millions d'euros pour le CTTR, le chômage total temporaire renforcé pour les salariés, mais aussi pour les mesures d'aide aux entreprises, l'aide aux petites structures, le revenu minimum exceptionnel, le RME. Donc cet argent est là. Et fin juin, on aura dépensé à peu près la moitié de ces sommes. Alors attention, on n'est pas là pour dire qu'il faut absolument dépenser les sommes qui ont été votées, bien évidemment. Il faut les dépenser à bon escient, avec discernement, parce que nous sommes soucieux de la rigueur dans les dépenses publiques. Il faut aussi sanctionner d'ailleurs. Si certains trichent, si certains abusent, alors il faut contrôler et sanctionner. Pour autant, ce que nous disons, c'est que pour réussir la relance et avoir toujours ce temps d'avance que nous voulons pour Monaco, il ne faut pas brutalement, trop vite, cesser ces aides alors qu'on a encore... vous l'avez vu, 150 millions à utiliser si c'est nécessaire, car si on stoppe trop vite les aides au secteur impacté, si on coupe trop vite le CTTR, on aura alors tout ce qu'on ne voulait pas avoir, et tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien, on aura les faillites et on aura le chômage. Donc nous disons qu'il faut, avec discernement, progressivement et par secteur, maintenir les aides aussi longtemps que ce sera nécessaire, dans la seule limite des 150 millions dont nous avons encore la disponibilité à la fin juin. Un autre sujet qui vous tenait à cœur, la qualité de vie. Nous en avions parlé ensemble juste avant la crise du Covid ici. Donc vous êtes d'accord que pour une reprise économique, il faut que les chantiers reprennent. Par contre, qui dit chantier, dit bruit. Mais vous voulez des chantiers sans bruit. Ça semble compliqué quand même. Oui, on peut le voir comme ça. Non, très sérieusement, là encore, il faut du discernement. Vous savez, les meilleures solutions sont souvent les plus équilibrées. Bien sûr que nous sommes au Conseil national attachés au développement de l'activité économique, à la relance économique qui est indispensable pour préparer l'avenir de notre pays et d'ailleurs défendre son modèle social. Donc bien sûr que le bâtiment, les travaux publics, c'est important. Je tiens d'ailleurs à dire, contrairement à ce que j'entends parfois, que ce ne sont pas les chantiers domaniaux qui sont la majorité des chantiers. Je crois qu'un chantier sur 10 à peu près, et c'est très bien, doit être consacré actuellement au logement des Monégasques. Il y a 3 chantiers importants. Il y a beaucoup de chantiers privés, de construction privée. Il y a des chantiers d'infrastructure, le Larvoto, l'hôpital, l'extension en mer. Donc beaucoup de ces chantiers ne sont pas des logements domaniaux. Donc pour autant, nous les soutenons, bien sûr. Il faut développer ces recettes pour les budgets de demain, nous en avons besoin. Mais on s'est battu pendant une année
Avec le gouvernement, on a fait, vous le savez, une grande enquête d'opinion pour essayer de préserver la qualité de vie à Monaco. Pendant une année, donc, le gouvernement a négocié un certain nombre de mesures de protection des riverains par rapport aux chantiers. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on puisse faire aujourd'hui n'importe quoi. C'est que parce qu'on déconfine, eh bien, on puisse avoir des chantiers. J'ai 3 vidéos que j'ai fait passer au gouvernement, donc à 22h, à 1h du matin, à 2h30 du matin, où il se passe des choses anormales, bruyantes. Les Monégasques et les résidents ont le droit de pouvoir dormir tranquillement. Et il faut donc avancer avec prudence. Je dis bien ne pas laisser faire n'importe quoi. Mais les chantiers ont pris du retard. Les chantiers ont pris un peu de retard, c'est certain. 2 mois, 2 mois et demi, peut-être 3 mois avec le redémarrage. Mais donc on peut faire des chantiers de qualité. Vous disiez, avec un petit trait d'humour ironique, vous voulez des chantiers sans bruit. Mais moi, je vais vous le dire sérieusement, oui. Nous voulons des chantiers sans bruit. Ça existe dans les pays les plus développés en Asie, en Corée du Sud, au Japon. Il y a des chantiers quasiment sans bruit, mais il faut investir. Alors oui aux chantiers, oui au développement économique de la principauté, mais avec des chantiers modèles. Nous avons un prix au mètre carré qui est le plus cher du monde. Nous avons, Dieu merci, une fiscalité très douce sur les entreprises du bâtiment et sur les promoteurs, tant mieux. Mais alors nous sommes en droit, vu la plus-value qui est dégagée par mètre carré dans ce pays, nous avons le droit de demander des investissements. Oui, or, je constate... Vous le dites vous-même, l'argent. Mais l'argent, il est là. Vous savez très bien quel est le prix de vente du mètre carré en principauté. Vous savez aussi à quel prix nous payons les chantiers publics, il faut bien le dire, à des prix qui sont très supérieurs à ce qui est payé sur les marchés de France ou d'Italie. Donc nous pouvons demander effectivement aux constructeurs et aux promoteurs de faire des efforts pour que nous ayons des camions électriques. Il n'y a quasiment pas de camions électriques. Ils sont non bruyants. Pour que nous ayons, nous l'avait promis pourtant, partout, des bâches acoustiques, des sarcophages acoustiques pour atténuer les bruits, couvrir ces chantiers. On nous a promis aussi des instruments insonorisés. Alors, il y a eu des progrès qui ont été faits avant le confinement. Je constate que parfois, il y a un certain laisser-aller actuellement sur les chantiers. Donc, nous avons demandé encore ces derniers jours dans une commission plénière d'études au gouvernement en séance privée de faire appliquer donc, les règles et de tenir les engagements qui ont permis aux élus de voter le budget primitif 2020. Donc oui, des chantiers à Monaco, on en a besoin, mais dans le respect des riverains, de la tranquillité des riverains, avec tous les investissements que nous pouvons nous offrir vu le prix au mètre carré dans ce pays. Alors venons à l'actualité du jour, la séance publique de ce mardi. Quels sont les textes qui seront étudiés ? Alors, on revient donc après cette crise, ces réunions exceptionnelles pour faire face à la crise. On l'a dit tout à l'heure, le vote d'un budget rectificatif dans l'urgence, exceptionnel avec ce déficit important pour financer aussi nos mesures économiques. On a eu cette résolution dont je vous ai parlé. On a voté aussi, vous le savez, un texte important pour interdire les licenciements abusifs et également pour faciliter le télétravail. Et bien là, on revient, je dirais presque à une séance législative traditionnelle, car on n'a pas arrêté, bien sûr, le travail législatif. On a un premier texte qui est très attendu par les Monégasques, seulement eux, puisqu'il s'agit des élections, donc à Monaco, aussi bien communales que nationales. Pendant la dernière campagne électorale, beaucoup de Monégasques se sont plaints des grandes difficultés à voter par procuration. Or, vous savez, on voyage de plus en plus. Parfois, on planifie ses voyages 9 mois avant. On n'a pas forcément les dates des élections. On doit se déplacer pour des raisons professionnelles. Il y a des Monégasques nombreux qui font carrière aussi à l'étranger. Donc, il fallait faciliter pour eux le vote par procuration. Je résume. Tout Monégasque qui ne sera pas présent sur le territoire de la principauté le jour de l'élection pourra sans problème, avec une simple déclaration sur l'honneur, attestant qu'il n'est pas là, obtenir le droit de voter par procuration. Ça sera bien pour eux, ils participeront à la vie de leur pays, ça sera bien pour le pays, car nous allons bien sûr avoir une augmentation de la participation électorale. Oui, c'était très compliqué jusqu'à aujourd'hui, donc des facilités. La crise est aussi budgétaire. Ce mardi, par exemple, vous votez un texte de clôture du budget. Qu'en est-il ? Oui, alors c'est une proposition de loi de la nouvelle commission qu'on a créée après notre élection pour justement la modernisation des comptes publics et le suivi du fonds de réserve constitutionnel. Donc elle sera rapportée par Jean-Louis Grinda, cette proposition du Conseil national. En fait, nous étions un des rares, si ce n'est le seul pays d'inspiration démocratique à ne pas voter la clôture budgétaire.
On vote, vous le savez, un budget primitif, on vote un budget rectificatif à l'automne pour corriger les recettes et les dépenses vers le mois d'octobre de l'année en cours, mais on ne votait pas la clôture. Or, c'est important qu'on puisse aussi constater quel est le résultat définitif. Et il est parfois très différent du budget rectificatif. Donc le but, c'est de mieux voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, d'en tirer toutes les conséquences pour préparer un meilleur budget primitif qui tienne compte pour les politiques publiques de l'année d'après des petites erreurs ou des écarts qu'on a constatés l'année d'avant. Alors pour développer l'économie et les recettes, 2 textes, domiciliation et jetons. L'esprit qui nous a conduit à voter ces 2 textes est le même. Il s'agit de développer des activités nouvelles, des recettes économiques, des recettes budgétaires pour l'État. C'est un moyen, et nous allons nous y employer, à développer justement les recettes budgétaires pour faire face à cette difficile période que nous vivons et que nous allons vivre ces prochains mois. Alors le texte sur l'offre de jetons, eh bien, il s'agit de permettre à des start-up, à des sociétés qui se créent, de lever des fonds pour les soutenir. Elles ne peuvent pas toutes, vous le pensez bien à ce stade, passer par la bourse pour lever des fonds. Donc c'est un moyen de s'adresser donc à tous ceux qui veulent investir dans l'entreprise en achetant ces jetons qui donnent un certain nombre de droits pour le futur. Nous espérons avec le gouvernement faire créer au moins une dizaine de nouvelles sociétés. Voilà, je crois que c'est très important de développer le numérique dans ce pays. Un bon travail est fait depuis maintenant plusieurs années par le gouvernement, par le délégué interministériel à la transition numérique Frédéric Genta. On a déjà voté plusieurs textes pour favoriser l'économie numérique à Monaco. On va vraiment s'y atteler. C'est un texte qui va y contribuer avec les jetons, mais on a plein d'autres idées. Je crois que Monaco n'a pas d'inconvénients en matière, bien au contraire, a des atouts. On ne sera pas et jamais une puissance industrielle sur 2 km². Mais là, inversement, dans le numérique, la proximité du pouvoir, des centres de décision par rapport au terrain, le fait qu'on puisse faire d'énormes valeurs ajoutées sur des tout petits mètres carrés, fait que Monaco a énormément d'atouts. C'est le secteur de demain pour le développement de la principauté. Et l'autre texte, il vise aussi à créer des sociétés, car en fait, il s'agit de supprimer, quelle bataille depuis une année, mais le gouvernement a fini par nous entendre. Donc, il s'agit de supprimer la surtaxe qu'on fait payer aujourd'hui, que le gouvernement faisait payer aux monégasques qui décident de domicilier une activité professionnelle dans leur logement. Pourquoi, dans le privé, quand vous domiciliez votre logement, vous payez un seul loyer? Donc il n'y avait pas de raison, c'était discriminatoire. Et pourquoi empêcher des jeunes, peut-être parfois des parents au foyer, de développer aussi une activité, alors limitée? Il ne peut pas y avoir de salariés, il n'y a pas de visite client, mais il faudra donc assurer le relais de ces petites sociétés qui pourront se développer. Et ça, c'est le Monaco Boost. Donc, nous allons ouvrir à l'automne. Le gouvernement est en train d'y travailler. Ça sera un centre d'affaires domanial qui permettra à tous les monégasques qui le souhaitent, à des loyers très, très préférentiels, de pouvoir louer des bureaux dans un centre d'affaires. Et aussi à toutes les start-up qui se développent actuellement à Monaco Tech, parce que c'est bien de développer des start-up, mais c'est mieux si quand elles embauchent, quand elles font du chiffre d'affaires et qu'elles se développent, elles restent à Monaco pour les emplois et pour la TVA. Alors des idées, vous en avez plein, Stéphane Valéry. Par exemple, parlons du groupe de réflexion que vous voulez créer. Alors le think tank, c'est un réservoir d'idées. Est-ce que c'est vraiment utile actuellement ? Alors c'est plus que jamais utile. D'abord, on associe trop souvent le Conseil national à, je dirais, un incitateur de dépenses, alors certes utile pour contribuer à renforcer le modèle social, pour mieux loger les monégasques, pour aider les étudiants en augmentant leurs bourses, ou pour mettre en place, par exemple, une politique d'avant-garde en matière de protection des personnes handicapées. C'est vrai, le Conseil national a contribué à améliorer le modèle social. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que depuis toujours, le Conseil national vote des textes pour développer l'économie, on vient d'en parler de quelques exemples, et qu'il a déjà, sous ma présidence en 2009, créé un think tank qui s'appelait Monaco 2029, justement réunissant les élus, des élus du Conseil, des hommes d'affaires, des acteurs économiques, des experts de la prospective, pour développer les recettes de l'État. Ça a donné plein de choses à l'époque, Monaco 2029. Ça a donné l'idée de développer le télétravail. Donc, et ce fut fait avec quel succès, on s'en est aperçu aujourd'hui. Heureusement qu'on avait le télétravail pendant le confinement. Ce think tank a été à l'origine de la proposition de la création de l'IMSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, du CSA,
Conseil supérieur pour l'attractivité. Alors il est temps aujourd'hui, mais maintenant, non pas de se projeter dans les 20 prochaines années. Donc vous verrez que nous allons cette fois-ci créer un groupe qui va s'appeler Demain Monaco, parce que c'est maintenant que nous devons proposer avec des agents économiques, avec vous le verrez, des experts internationaux reconnus, avec bien sûr les représentants de toutes les forces politiques dans l'Union nationale de ce Parlement, avec des spécialistes de la prospective. C'est maintenant qu'on doit apporter des idées très concrètes, très pragmatiques, très rapidement dans les prochains mois, pour aider le gouvernement et contribuer à notre place à donner des idées qui vont amener effectivement de l'activité économique, de la relance économique, des recettes pour le budget national. Agir aujourd'hui pour demain, Stéphane Valéry. Merci pour cet entretien. On se retrouve ce mardi à partir de 17h pour la séance législative. À suivre, l'esprit des lois. Alors déjà, si on peut faire un petit rappel, cette loi est issue d'une proposition de loi qui a été déposée par le Conseil national en juin 2018. Cette proposition de loi va permettre une simplification des modalités d'exercice du vote par procuration. Actuellement, les démarches sont très compliquées pour obtenir une procuration. Et demain, grâce à cette loi, les démarches pour les personnes qui sont à l'étranger le jour du vote, qu'elles y travaillent, qu'elles y habitent, qu'elles soient étudiantes, ou autrement qu'elles soient tout simplement en vacances, les démarches seront simplifiées. C'est une demande qui était réellement énoncée par la population monégasque et nous leur avions promis, et c'est une promesse qui est enfin validée. C'est très simple. Ce projet de loi relatif à la domiciliation d'une activité professionnelle dans un local à usage d'habitation dont l'État est propriétaire. J'en conçois, le nom est un peu long, je vais le simplifier. C'est un projet de loi qui fait suite à un des premiers textes que nous avions voté en juin 2018 de cette nouvelle mandature. Ce texte, qu'est-ce qu'il va définir? 3 choses. La première, encadrer un usage, d'accord? C'est-à-dire donner un cadre juridique à cette domiciliation. La deuxième, supprimer la surtaxe qui était jusqu'alors appliquée à cette domiciliation, à tous les entrepreneurs qui domicilient leur activité dans leur logement. Ce texte va également faire en sorte que cette domiciliation n'ait pas de durée dans le temps. Et enfin, ce texte permettra de délimiter les personnes qui auront droit de domicilier leur activité professionnelle dans leur logement. Alors il y a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de permettre d'encadrer, comme je le disais auparavant, ce qui était auparavant un usage, c'est-à-dire des habitudes qu'il pouvait y avoir. On le fait déjà aujourd'hui en réalité, mais ce texte va donner un véritable cadre. Première chose. Deuxième chose, ce texte va agir comme un accélérateur pour les entrepreneurs monégasques, ceux qui veulent au quotidien entreprendre n'importe quel type d'activité, en tout cas en principauté. À noter quand même que cette domiciliation, pas de salariés, pas de stockage, pas de réception de clientèle. Ce sont 3 conditions sine qua non. Mais la complémentarité de ce texte et du MC Boost, qui est je le rappelle, qui est le centre d'affaires domanial à loyer préférentiel, qui verra le jour à l'octobre, en tout cas à la fin de l'année 2020, excusez-moi, cette complémentarité de ces deux outils permettra de redynamiser l'entrepreneuriat en principauté. Déjà, je vais peut-être commencer par définir ce qu'est une offre de jetons. Il ne s'agit pas ici de jetons de présence ou de jetons physiques, bien entendu. Il s'agit avant tout de permettre à des entrepreneurs de trouver des moyens de financement. Classiquement, un entrepreneur, s'il veut financer un projet, une entreprise, il peut entrer en bourse, mais c'est toujours une opération complexe. Là, il a les moyens d'émettre des jetons, qui sont des actifs numériques, qui représentent des biens, des services ou des droits. Et à ce titre, donc, ça facilite pour une société la possibilité de se financer. Alors, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, mais il a souffert du fait de ne pas être suffisamment encadré. Donc, c'est exactement le but de ce projet de loi, c'est de mettre plus de régulation pour permettre plus d'attractivité et là aussi de trouver plus de sécurité à la fois pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs. Mais avant tout, on sait que le 21 avril dernier, on a voté à cause de la crise sanitaire un budget rectificatif qui est historiquement déficitaire de quasiment un demi-milliard d'euros.
Donc il y a tout intérêt pour Monaco à préserver son attractivité. Et très clairement, les offres de jetons sont un vecteur d'attractivité pour la principauté. Le gouvernement avait annoncé, lorsqu'il a lancé le programme Extended Monaco, qu'il avait le souhait que 10 sociétés par an fassent des offres de jetons sur Monaco. Donc c'est assurément un vecteur qui permettra de créer de l'emploi, d'amener de nouvelles sociétés à Monaco et donc de renouveler dans cette période de trouble l'attractivité nécessaire pour la continuité du développement économique de la principauté. Eh bien, c'est une proposition de loi relative à la clôture des comptes. C'est la première proposition de loi que nous allons faire et elle est particulièrement déterminante pour l'avenir de nos débats et surtout pour l'importance de la compréhension des Monégasques quant au budget de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, la Commission travaille sur deux aspects. Tout d'abord, l'aspect de la clôture. Nous souhaitons voter une clôture. Aujourd'hui, nous votons un budget primitif au mois de décembre, nous votons un budget rectificatif au mois d'octobre, mais nous sommes simplement informés de la clôture, mais nous ne la votons pas. Or, de tous les pays d'inspiration démocratique, nous sommes les seuls à ne pas voter une loi de clôture. C'est ce que nous souhaitons faire. Dans quel but ? Dans un esprit de modernisation, d'abord de nos débats. Je crois qu'il y a un échange important entre l'institution Conseil national et le gouvernement à tenir en cette occasion. Et également, cela permettra au gouvernement de nous présenter l'état des politiques pour lesquelles nous avons voté. A-t-on réussi à mener telle politique ? À quel coût ? Si cela n'a pas réussi complètement, pourquoi et comment peut-on rectifier le tir pour le budget suivant ? Et en fait, nous avons identifié plusieurs pistes. Tout d'abord, et c'est l'objet de cette première proposition de loi, une loi de clôture, et puis ensuite, identifier plus clairement quelles sont les politiques de l'État, et enfin, et c'est également une partie très importante, pouvoir un jour établir un véritable bilan de l'État. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce bilan de l'État, et nous souhaiterions le connaître. Cela va prendre plusieurs années, le gouvernement y travaille déjà, mais nous souhaitons que rapidement un cap soit fixé et surtout un terme soit fixé, parce qu'on ne peut pas lancer une telle réforme sans savoir quand elle va aboutir. Aujourd'hui, une nouvelle rubrique, l'actualité des commissions, une commission spéciale consacrée à l'analyse du Covid-19. En fait, on pourrait définir cette commission spéciale comme le chaînon manquant entre le comité mixte et l'ensemble des élus du Conseil national. Donc ce chaînon manquant, pourquoi ? Eh bien parce que les élus ne peuvent pas bien sûr tous participer à ce comité mixte et donc la commission spéciale CSACC assure quelque part ce lien entre les membres de la délégation du Conseil national et du comité mixte et l'ensemble des élus. Au-delà de cela, pour vraiment être en prise directe sur les réalités et les problèmes rencontrés par les résidents de la principauté dans cette phase de redémarrage, surtout maintenant, la CSACC a commencé son travail en rédigeant un texte, une lettre qui a été adressée à une cinquantaine d'entités associatives de la principauté, dans les domaines de la santé, bien sûr, mais surtout dans les domaines économiques, domaine social, institutionnel également. Lorsque cette commission aura pris son rythme de croisière, elle essaiera de caler son agenda toujours légèrement en amont des réunions du comité mixte, de manière à lui fournir de la matière. Voilà. Donc, le but du gouvernement et donc du Conseil national, c'est d'essayer d'atténuer au maximum, effectivement, les effets négatifs sur l'économie, sur les entreprises. Les aides qui sont fournies actuellement par l'État continueront, au moins partiellement, c'est le souhait du Conseil national, à accompagner une partie des acteurs économiques de manière probablement de plus en plus précise et de plus en plus ciblée, puisque au fil des semaines et des mois qui s'écoulent, les domaines qui souffrent le plus et
où cette souffrance s'inscrit dans la durée, somme toute au niveau économique, se dessineront de manière de plus en plus nette. Il est pratiquement possible d'aller rechercher les difficultés d'une entreprise, par exemple, ou d'un groupe de personnes, de salariés ou autres. Donc, incontestablement, à ce point de vue-là, c'est un avantage. À présent, notre page média. Les outils d'information du Conseil national font peau neuve. Ountranouille à la télévision adopte un nouveau style, mais ce n'est pas tout. Désormais, retrouvez Ountranouille sous forme de magazine papier avec une édition spéciale consacrée à la crise du Covid-19. Vous pouvez retrouver ce magazine en ligne sur notre tout nouveau site internet conseil-national.mc qui a été entièrement repensé. Et puis les réseaux sociaux, toujours aussi actifs. Après Facebook, Twitter et Instagram, retrouvez le Conseil national sur sa nouvelle page LinkedIn pour être plus proche des professionnels de la principauté. Merci d'avoir suivi cette émission Ountranouille. On se retrouve donc ce mardi à partir de 17h pour la séance publique législative. À très bientôt.